Bien, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je suis en joie. Euh, J'essaye d'accueillir toujours ce que je ressens par rapport à la personne. C'est particulier en fait aujourd'hui parce que Eric, je te connais et nous œuvrons ensemble depuis 1 an. Donc je connais l'homme, je connais ta profondeur, je connais ta capacité d'accueil, je connais ta capacité à faire baisser les barrières. Et je connais ton histoire et c'est pas rien pour moi, enfin même pour nous dans notre relation thérapeutique que je t'invite aujourd'hui à partager qui tu es. Toi, je ressens une émotion, toi, en te parlant là, c'est ok. Voilà, je ressens une émotion parce que je sais tellement d'où tu viens. Je connais ton parcours et cet échange aujourd'hui n'est pas anodin et pour toi et pour moi. Euh, Ouais, je vais me laisser un petit peu le temps de me laisser sentir avec beaucoup de bienveillance. Cette histoire du deuil, c'est pas rien. Voilà, c'est pas rien. C'est l'espace le plus tabou, je crois, et surtout quand il concerne les hommes. Et je crois que tu es un des hommes, en tout cas, enfin, tu es pour moi celui qui a comment te dire, qui a œuvré avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de passion. Le mot qui vient, c'est passion pour réussir à transmuter et alchimiser cet espace. Donc, je vais te laisser la parole, Eric. Voilà, comment je me sens, moi, pour t'accueillir dans mon espace ici, avec nous et tous les spectateurs qui sont avec nous là tout de suite. Merci, Karine. Je suis vraiment heureux de participer à ce témoignage avec toi. D'abord parce que notre relation est privilégiée, elle est joyeuse, elle est vivante. Donc, je trouve que pour parler du deuil dans une relation qui est vivante et joyeuse, c'est plutôt sympa. Oui, donc je suis Éric Belmont, j'ai 61 ans, je suis un homme du Vercors. Je suis à Corançon en Vercors, là. Et je suis bien dans ma montagne là, depuis 2-3 ans, à plein temps, pour passer une énième étape du deuil de mon fils. Donc, la particularité, c'est qu'il m'a été offert d'expérimenter la perte d'un enfant il y a 16 ans de ça. Et cette expérience m'a fait passer par beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés, beaucoup d'étapes de rupture dans ma vie. Et paradoxalement, cette souffrance ou cette épreuve m'a fait redécouvrir ma vie, la vie, d'une toute autre façon que je l'avais abordée jusque-là. J'avais 45 ans quand Maxime est parti, j'en ai 61 aujourd'hui. Je peux dire que j'ai eu 2 vies. J'ai eu 2 vies, j'en aurai peut-être d'autres, hein. Je ne suis pas à l'abri d'une surprise, mais j'espère que l'événement qui me fera virer à d'autres vies seront plus heureux que la mort d'un enfant. Maxime s'est donné la mort le 25 juin 2004, sans que rien n'ait laissé prévoir cet acte-là. Les médecins parlent de raptus suicidaire, c'est-à-dire d'une pulsion de vie plutôt que d'une pulsion de mort qui a entraîné un acte, comme un jeu, qui a mal tourné et qui a entraîné sa mort. On ne saura jamais, hein. Ça c'est des explications de médecins. Il peut y avoir des phénomènes effectivement psychologiques, hormonaux. Il y a aussi l'histoire d'une âme, d'une personne qui a une histoire mystérieuse, un temps mystérieux dans cette incarnation. En tous les cas, son départ a été extrêmement brutal et il m'a été donné de vivre vraiment des années très difficiles qui ont suivi ce départ. Ce qui fait que je vous parle aujourd'hui, c'est que j'ai trouvé des tuteurs de sens, comme je les appelle, qui m'ont permis de garder un minimum de sens, de continuer à vivre, parce que j'avoue que j'ai été tenté de mettre le clignotant à plusieurs reprises, c'est-à-dire de me dire j'arrête, et finalement de le rejoindre dans un espace où je pense qu'il est. Ça, c'est mon système de croyance qui me fait dire que Maxime est dans un autre espace, que je ne le vois pas, qu'il est plus dans ce niveau d'incarnation, mais qu'il est ailleurs. Néanmoins, la perte, l'absence, elle est réelle. Et elle n'est pas que un corps, elle n'est pas que une personne, c'est aussi tout ce que je vivais avec lui, tout ce qu'il partageait avec son frère et sa sœur. Ce qu'on partageait, on constitue une famille. Il se trouve que la première destruction
enfin, dommage collatéral qu'il y a eu, c'est l'explosion complète de la famille, puisque la mère de mes enfants a vécu une telle souffrance en perdant Maxime que une des façons qu'elle a trouvées, c'était de m'accuser de la mort de notre fils. Et j'ai pas réussi à trouver les ressources nécessaires pour assumer cette accusation. Je savais que c'était le fruit d'une souffrance et non pas une haine à mon égard, mais néanmoins, moi, je ne pouvais pas gérer et sa souffrance et la mienne. Et je me suis entièrement concentré sur un seul objectif, c'est être un père vivant pour mes deux autres enfants, Théo et Lucille. À l'époque, Théo avait 18 ans et Lucille 11 ans. C'est important de le situer parce que euh, Théo arrivait juste à l'âge adulte. Il attendait ses résultats du bac le jour de la mort de son frère. Et Lucille, elle était dans l'insouciance de l'enfance. Elle n'avait pas encore une structure psychologique suffisamment développée pour pouvoir penser la mort de son frère. Ce qui fait qu'elle a réalisé ce qu'on appelle un deuil différé. Elle a, euh, elle a mis arrêt sur image. Elle a mis pause. Et pendant 10-15 ans, elle est restée comme s'il ne s'était rien passé. C'était étrange du reste parce qu'on avait l'impression d'être sur deux sphères, deux niveaux énergétiques complètement différents. Et puis depuis 4-5 ans, elle fait le deuil de son frère, complètement décalé de nous. Et c'est aujourd'hui, je suis dans l'accompagnement de ma fille, qui est maintenant adulte, hein, qui a 27 ans, mais qui expérimente des douleurs émotionnelles, des questions de sens de sa vie. Et à la mesure de ce que je suis, j'essaie de l'accompagner là. Voilà, ça c'est pour raconter un petit peu déjà le contexte familial, personnel, de ce que peut engendrer la mort d'un enfant. Du reste, le taux de divorce suivant la mort d'un enfant est 4 fois supérieur au taux normal qui est déjà élevé en France. Ce qui prouve bien que ce type d'événement dans une famille peut être profondément destructeur. Et toi, donc, comment est-ce que tu pourrais dire, quelles sont les étapes, tu vois, que tu as rencontrées dans ton éprouvé d'homme, de père, euh, pour, euh, pour en arriver là où tu en es? Parce que, en fait, ce que j'ai bien compris aussi avec toi, c'est que tu fais, en fait, de cette expérience douloureuse, tu en as fait, c'est un terreau de construction parce que tu accompagnes, tu aides Oui, et tu accompagnes maintenant dans ce genre de processus. Donc, tu oui, connais bien toutes les étapes. Est-ce que tu voudrais oui. bien nous partager quelles sont, toi, les étapes que tu as vécues et qui t'ont amené là où tu en es aujourd'hui, dans cet espoir, en fait, dans cette renaissance dont tu parlais tout à l'heure? Oui. La première étape, ça a été la remise en cause fondamentale de tout mon système de valeurs. Euh, Moi, j'étais assez assuré de mon système de valeurs. J'étais engagé euh, chrétiennement à Mhm. l'époque. J'avais des valeurs sociales. J'étais très engagé, pas politiquement, mais socialement. Donc, j'ai créé des structures de l'économie sociale et solidaire, particulièrement dans le champ de l'insertion. J'avais un diplôme d'éducateur spécialisé qui m'aidait aussi à accompagner des personnes en grande difficulté. J'étais engagé bénévolement dans une maison qui hébergeait des femmes en difficulté. Enfin, j'ai eu une vie très engagée, Tu étais un peu dans l'énergie du sauveur, c'est ça? dans l'énergie du sauveur, très fort. Et avec des convictions très assumées, très affirmées. Et d'un coup, d'un seul, tout s'est mis en doute. J'avais par exemple une croyance que si un jour je perdais un de mes enfants, je mourrais. Et le jour de la mort de Maxime, je préparais du thé quelques heures après avoir découvert son corps. Et je me suis dit, mais je suis vivant et je vais rester vivant. Donc, ma croyance que je vais mourir si je perds un enfant est erronée. Et Hmm. donc, quid de mes autres valeurs? Quid de mes autres convictions? Et j'ai revisité au cours des années qui ont suivi l'ensemble de mes valeurs et j'ai profondément changé ma représentation du monde, comme on dit, en PNL, ou mon système de valeurs, oui, ma façon d'aborder les gens. Ce qui a provoqué un grand changement dans ma sphère relationnelle. Perdu beaucoup d'amis, changé de relation, divorcé, démarré une autre relation avec une femme très différente, pas du tout de mon ancien monde, entre guillemets, etc.
Ensuite, ça, c'est vraiment ce qui a été le plus déstabilisant, parce que finalement, chaque humain repose essentiellement sur sa représentation du monde. C'est pour ça qu'on a autant de conflits, c'est qu'on confronte nos représentations. Et c'est très difficile, c'est peut-être le plus difficile, c'est de remettre en cause ses propres représentations, ses propres valeurs. La deuxième chose qui a été très difficile, ça a été d'aborder la question de la responsabilité, de la culpabilité. Et chez les hommes, c'est particulièrement fort. Je ne dis pas chez les femmes, mais chez les hommes. Tu peux expliquer pourquoi justement chez les hommes c'est particulièrement fort? Pourquoi tu le sens comme ça en tant qu'homme? Je peux vraiment pas parler au nom de mon ex-femme sur ce qu'elle a vécu. Ça lui appartient en intime. Je peux juste dire que moi, de là où je suis, je l'ai vu souffrir de manière très viscérale dans son lien charnel à son fils, ovarien presque, je dirais, à son fils. Et moi, j'ai assumé beaucoup plus la souffrance d'être dans une injonction de sois fort pour la soutenir, sois fort pour soutenir tes enfants, ne pleure pas, montre que tu tiens. Et les hommes sont énormément coincés dans cette injonction-là de sois fort. Et dans le sois fort, il y a un peu du sois parfait, c'est-à-dire, Wow. ouais, faut tenir, faut être bien, quoi. Et le fait est que les accusations de mon ex-femme me disant que parce que j'étais passé là, parce que j'étais trop laxiste, parce que j'étais trop, enfin, 10 000 raisons, j'étais responsable de la mort de Maxime. J'ai travaillé beaucoup en thérapie, j'ai travaillé beaucoup avec moi-même pour ne pas sombrer, vraiment, mais véritablement sombrer, psychiatriquement parlant, psychiquement parlant, euh, avec cette accusation récurrente que elle amenait, mais qui réveillait ma propre accusation que je me portais à moi-même. Et finalement, mais que ce que j'ai fait, je me rends compte, un éducateur spécialisé, qui est coach, qui est un accompagnant professionnel et qui ne voit pas que son fils va se suicider, ça fait désordre, quoi. Ça fait. Du reste, plusieurs personnes m'ont renvoyé ça, en disant, mais enfin, t'as rien vu, mais enfin, un professionnel comme toi, et puis toutes les injonctions, quoi. Tu dois être fort, on ne se sépare pas d'une femme qui vient de perdre un enfant. Enfin, il y a Wow. énormément d'injonctions qui sont venues et que j'ai essayé de ne pas traiter en victime, mais plutôt de me dire, mais comment je me positionne pour rester ajusté, pour ne pas mourir, tout simplement. Et voilà. Ça a été vraiment la question de la culpabilité, de mon point de vue, l'émotion la plus dangereuse dans un processus de deuil. La colère, elle permet de sortir tout ce qui est en soi, d'aller taper dans la nature, de hurler. De reste, qu'une voiture, il n'y a que dans la voiture où j'étais tranquille pour exprimer ma colère, parce que partout ailleurs dans la nature, si tu te mets à gueuler, 10 minutes après, il y a quelqu'un qui arrive en disant ça va, il y a un problème. Je Oui, crois qu'on est je seul dans la suis nature, mais il y a du tellement monde vrai. partout. Donc ça, c'est. En fait, dans une voiture bien fermée, on peut vraiment hurler. Donc c'était là que j'ai exprimé ma colère. La tristesse qui se transforme en mélancolie, oui. Ça, c'est quelque chose qui est latent en permanence, cette espèce de. Ce chagrin. Mm. Finalement, encore aujourd'hui, j'ai besoin qu'on me console Mm. de la mort de Max. Si je suis vraiment honnête avec mon fort intérieur, Mm. j'ai vraiment, j'ai encore besoin de consolation. J'aurai toujours besoin de consolation Il y a par toujours rapport en à toi un cette. petit garçon, c'est normal. Et je Oui, pense que très peu de gens le savent, ça, qu'il y a toujours une petite part de soi. Je les appelle, tu mmh, sais, quand on échange souvent, je les appelle le petit gibus. ouais, Cet espace un peu fragile qui a besoin d'être contenu, d'être pris dans les bras, de dire oui, je c'est ça, t'accueille, oui, je prends soin de toi. c'est ça, c'est ça. Et puis, pour poursuivre, la question du pourquoi, qui vient après la question de la culpabilité, c'est finalement pourquoi. Et là, cette question du pourquoi a beaucoup enrichi la colère. Et la colère vis-à-vis de lui, parce que c'est un sale gosse qui joue avec le feu et qui se tue. La colère, surtout parce que le plus dur pour moi, c'était de voir mes deux autres enfants souffrir de la mort de mon Ouais. frère. Et ça, en tant que père, et ça, je peux rien y faire.
Enfin, je peux pas, j'ai tout fait à ma façon, pour les consoler, pour être là, etc. Mais les voir souffrir, ça a été très dur et j'en ai beaucoup voulu à Maxime de Mhm. ça, de voir la souffrance à longue durée, hein, je dirais, des deux autres enfants. Et puis de sa mère, hein, parce que la souffrance de leur maman était, de temps en temps, il y avait des cris, des paroles qui étaient, enfin, c'était presque insoutenable, quoi, d'être témoin de ça. Voilà. Et, et puis progressivement, j'ai commencé à faire des rêves ou à avoir des visions que la mort de Maxime serait toujours quelque chose d'assez terrible. Je ne l'accepte pas en soi, la mort, mais je peux en saisir une opportunité d'élargir ma vie, d'élargir ma conscience. Je choisis de ne pas être victime de cette mort, mais d'en faire un terreau pour quelque chose de nouveau. Et ça, je l'ai vraiment pris cette décision, je peux dire le jour, le moment, le contexte où j'ai pris cette décision de ne pas mourir, de continuer à vivre et de ne pas vivre en tant que victime de la mort de mon fils, mais en tant qu'acteur de ma vie, Et qui quand? a ça. C'était en 2005, c'était pas longtemps après, mais de toute façon, je tanguais trop. Un jour, j'ai failli me balancer par une falaise parce que je souffrais trop. Pas du tout parce que j'avais envie de mourir, mais parce qu'il fallait arrêter cette souffrance. Et, et là, dans ma pupille, j'ai vu les visages de mes deux autres enfants et je me suis dit non, 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 j'ai encore quelque chose à faire. Et puis, il faut que j'arrive à calmer la douleur vite. Donc, j'ai commencé à faire de la thérapie avec l'EFT, l'Emotional Freedom Technique. Ça m'a beaucoup aidé, le tapping, pour fluidifier les émotions. J'ai réaccédé aux larmes qui m'étaient, monde qui m'était fermé depuis plusieurs années du fait de mon éducation judéo-chrétienne, très rigide. J'ai pu réaccéder aux larmes, oui, à pleurer. Et ça a été, c'est comme une cocotte minute qui retrouve son bouchon pour enlever la pression. Parce qu'une cocotte minute sur le feu sans bouchon, ça explose. C'est hyper dangereux. Et là, j'étais en mode cocotte minute sans bouchon. Il était temps que je trouve des moyens pour soulever la soupape. Donc, il y a eu cette étape-là euh, où j'ai commencé à métaboliser finalement tout ce que j'avais vécu. J'ai beaucoup parlé aussi. Je suis un des rares hommes qui parle facilement de ses émotions ou de ce qu'il vit en conscience. Donc, ça a été ma façon à moi de parler. De m'en sortir, c'était de parler. Et l'autre façon, ça a été de marcher. Moi, je suis un marcheur, je suis un randonneur, je suis un montagnard. Je m'appelle Belmont, déjà rien que le nom, tu vois. Et dans ma famille, c'est une tare génétique, hein. De toute façon, on marche tous comme des fous. Donc, voilà. Comme des passionnés de la nature. Et donc, un jour, je suis allé voir le médecin de la Sécu et je lui ai dit, soit je rentre à l'hôpital psy, parce que je deviens dingue, là, soit je pars marcher, mais je peux plus bosser, je peux plus rien faire, là, je suis out. Et il m'a dit, mais monsieur, vous nous coûterez beaucoup moins cher de partir marcher, on vous couvre. Et je suis parti marcher 2 mois. J'ai fait la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah, Et c'est vraiment un chemin qui m'a remis dans la vie. waouh. Parce que connecté à la nature, parce que au bout d'un moment, la pensée finit par s'éteindre. Et c'est les muscles, les Tu rentres dans le courbatures, corps, en les fait. Tu fibres, reviens les dans le corps. ampoules. Tu Voilà. reviens dedans, dans la sécurité du corps Ouais. vivant. Mm. Ouais. Voilà. Et ça a été très incompris de mon entourage parce que je laissais femmes, enfants, boulot pour m'occuper que de moi. Et Et l'égoïste, hein? mon Dieu, c'est affreux. Rien que d'en parler, je mettrais bien un passe-montagne et des lunettes de ski, tu vois. Non, 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 j'ai plus honte du tout de ça. J'ai bien fait de faire ça. J'ai survécu avec ça. Et aujourd'hui, encore, que dès que une souffrance émerge, comme la date anniversaire de la mort de Maxime, le 25 juin dernier, il y a toujours une résurgence, une mémoire cellulaire qui vient réveiller des besoins de toucher, de le sentir,
de lui parler en vrai. Et dans ces cas-là, je pars marcher et la nature est le meilleur thérapeute qui soit. Je le dis, je le redis. Euh, le meilleur thérapeute, ça a été la nature. D'être en contact avec la nature, c'est par elle que j'ai repris contact avec ma vie. Voilà. Et j'ai commencé à écrire, à, à réfléchir comment je pouvais capitaliser toute mon expérience professionnelle avec cette expérience de vie. Je me suis formé donc comme thérapeute et aujourd'hui, je me suis dédié uniquement sur de l'accompagnement de personnes vivant des deuils complexes, c'est-à-dire des deuils qui s'inscrivent dans le temps, qui se cristallisent sur un des aspects difficiles et qui n'évoluent pas. La personne reste dans un état de souffrance latent, chronique. Et donc, je m'intéresse particulièrement à ces personnes-là, en ciblant encore plus particulièrement les hommes et les jeunes. Pourquoi? Parce que j'ai constaté, en accompagnant beaucoup, que beaucoup d'hommes, j'en ai encore accompagné un il y a 2 jours, qui venait de perdre son fils le 20 mars là, dernier, et qui dit mais moi je ne veux pas faire une thérapie, demander de l'aide, c'est pas compatible avec ma personnalité, avec ce que je suis, puis je suis un homme fort, voilà, classique. Mais on m'a dit que ça serait bien que je vous téléphone 10 minutes, des fois que vous auriez un petit conseil à me donner. Et je me suis dit, il faut que je crée un dispositif, un programme qui touche des personnes qui sont hostiles à tout travail collectif ou travail thérapeutique, mais qui néanmoins ont besoin de soutien. Donc j'ai créé des modules que les gens peuvent acheter indépendamment, qui sont accessibles de façon à ce qu'ils puissent traiter à un moment la question de la colère, de la culpabilité, qu'est-ce que je fais de ma sexualité, il m'en a parlé du reste, hein, ce monsieur, parce que ça a des effets aussi sur notre corps, sur notre énergie, sur notre libido. Tu l'as ressenti, toi, sur ta libido, que cette perte, en fait, de ton fils était vraiment venue comme créer une cassure au niveau de ton énergie vitale, de ta libido? Ouais. Alors, les premiers mois qu'on suivi sa mort, ça a été l'inverse. Ça a réactivé la libido, comme s'il y avait un espèce de réflexe archaïque De survie? de survie. Et donc, ça a plutôt remis du peps avec grand étonnement et presque culpabilité de me dire, punaise, qu'est-ce que je fais de ça alors que je suis en plein, je viens juste d'enterrer mon fils, quoi. Ouais. Et par contre, au bout de 6 mois environ, là, la vraie douleur arrive après la perte. Et là, par contre, la libido, chute libre. Mais c'est lié beaucoup aussi à la question du sens et du rapport à la vie, la sexualité, la libido. Si on perd du sens à la vie, c'est très difficile de laisser une libido active, de mon point de vue. Donc, c'était une question complexe. Et pour les hommes, c'est une question qui interroge beaucoup. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais de mes émotions? Qu'est-ce que je fais de ma libido? Qu'est-ce que je fais de ma solitude? Parce que beaucoup d'hommes ont comme réflexe archaïque de se réfugier dans une grotte, dans la solitude, alors que les femmes vont beaucoup plus aller, je caricature un peu, mais Oui, oui, mais c'est vrai. globalement, c'est un peu ça, vont aller rechercher de la ressource dans l'amitié, dans des groupes de parole, etc. Ou vont plus facilement aller faire une démarche thérapeutique. Ça, c'est pour les hommes. Pour les jeunes, c'est pas simple non plus parce que ils sont pas contre une approche thérapeutique, mais ils butinent beaucoup. Ils sont dans un brouhaha d'informations et c'est difficile pour eux d'arriver à se centrer sur un travail un peu linéaire euh, avec quelqu'un d'autre. Donc la démarche thérapeutique n'est pas toujours très évidente non plus. Et je suis particulièrement sensible aux jeunes pour avoir vu mes jeunes souffrir, mes 2 enfants souffrir, pour avoir accompagné des jeunes enfants ayant perdu des frères et sœurs. Ah oui, tu t'occupes aussi des jeunes enfants, ça je ne le savais pas, Oui, tu ne me l'avais pas dit, Eric. Ouais. ouais. J'ai accompagné une petite fille de 10 ans qui faisait une phobie scolaire à l'entrée en 6e et qui avait perdu son frère, un de ses frères, 2 ans auparavant.
Et l'accompagnement de cette petite fille m'a profondément bouleversé Mm. parce qu'elle a dit des mots, elle est dans une démarche de vérité avec elle-même incroyable. Je l'ai appelée mon petit Bouddha, cette petite fille, parce elle a été un maître pour moi, enfin, quelqu'un qui m'a incité, qui m'a vraiment incité à me dire non, non, là, il faut que je m'occupe de ces petits-là, de ces jeunes-là qui rament. Et alors que les adultes étaient beaucoup plus centrés sur la phobie scolaire. Mon Dieu, elle est plus en scolarité, il faut à tout prix qu'elle retrouve la scolarité. Et moi, je me suis décentré de cette question pour reprendre la question du deuil de son frère et de son rapport à la vie, qui était complètement paniqué. Elle était en panique quoi, par rapport à la vie. Et à 10 ans, c'est impressionnant. Hein. Alors que c'est l'âge de l'insouciance, c'est l'âge où on a à peine les mots pour le dire. Et elle avait les mots déjà pour dire le fond de la blessure de son âme, et c'était très impressionnant. Donc j'ai vraiment senti que c'était pour moi le moment de m'autoriser d'accompagner des personnes endeuillées en vérifiant bien avec des thérapeutes et des superviseurs que j'étais pas un aveugle qui guidait d'autres aveugles, pour parler bibliquement parlant. Oui, oui, je Et vois très bien. c'est, Bienvenue au club. mais oui. Et donc j'ai vérifié ça avec mon entourage évidemment. Et voilà. Et aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, on est dans un profond bouleversement de nos représentations du monde, de nos sécurités. Euh, et je me rends compte que dans notre société occidentale, on a un vrai déni de la mort. J'ai beaucoup Ouais. aimé ta petite introduction parce que tu disais j'aime parler argent et sexualité. Et aujourd'hui, on va parler de mort. Et je pense que depuis la Première Guerre mondiale, j'ai lu pas mal d'études là-dessus, notre société occidentale est comme dans un déni de la mort. Quand on va en Asie ou dans d'autres, ou en Amérique du Sud ou ailleurs, on voit qu'ils ont un rapport à la mort beaucoup plus explicite, qui est beaucoup plus Et intégré on, dans et la on est société. choqués, nous, en tant qu'Occidentaux, qui meurent Presque, dans la rue. C'est quoi? On est presque, choqués. presque. Pour avoir assisté à des enterrements en Afrique, en Afrique du Nord, en Asie, au Proche-Orient, parce que j'ai vécu au Proche-Orient, les enterrements sont publics, tout le monde s'arrête de vivre. Voilà. On était à Bali avec ma compagne il y a quelques mois. Quand il y a un enterrement, la route est complètement bloquée pendant plusieurs minutes, voire heures, et ça pose aucun problème aux gens, puisque c'est un enterrement. Et donc aujourd'hui, nous, on voit plus rien. La route n'est plus jamais bloquée pour une sépulture. Il n'y a plus de rituels, il y a très peu de rituels, il y a très peu de signes visibles. Or, ma conviction profonde est que si on n'est pas en conscience que nous sommes des êtres de finitude, que nous allons tous mourir un jour, si nous ne sommes pas réconciliés avec l'idée que nous allons mourir, nous ne profitons pas pleinement de notre De vie. la C'est vie, ça le bien sûr. paradoxe. C'est Hmm. ça le paradoxe. Et donc, je pense qu'on a un profond besoin de nous réconcilier avec l'idée de notre mort, avec l'idée que tout est mortel, même notre civilisation, même notre système de vie, euh, notre corps, ouais, tout est mortel. Et en même temps, c'est pas mortel du tout que qu'on soit mortel. C'est même une sacrée bonne nouvelle dans le sens où euh, ça nous permet de savourer profondément chaque journée qui nous est donnée d'être incarné quoi, sur ce plan-là d'énergie. Et honnêtement, mais vraiment, je le dis en profondeur, aujourd'hui, chaque jour, ce matin encore, quand je me suis levé, je me suis dit, mais quelle chance d'être incarné. C'est lourd hein, d'être incarné. Il y a des jours, on se dit, chaud, hein, Surtout chaud. en ce moment, hein, avec ce Surtout qui en ce moment. avec en ce moment, c'est difficile, hein. Mais quelle chance de pouvoir être incarné, d'être traversé d'émotions, de labourer de la matière, de la chair, de l'humain. L'humain, pour avoir fait beaucoup de théologie, Adam en hébreu, vraiment de manière, si on traduit de manière littérale, ça veut dire le glaiseux. Ça veut dire le mec fait de glaise, quoi, de terre, de chair.
Et justement, j'ai pris conscience à quel point mes anciens systèmes de valeurs, religieux en particulier, me mettaient en déni de mon corps, en déni de ma chair, de mon incarnation. Ça a Et dû te faire aujourd'hui, bizarre quand tu as pris contact avec moi, alors, hein. tu es une femme laser, tu es une femme qui m'a permis de découper, tu sais, comme les trucs à jambon, là, ça découpe très finement, mais sûrement, les vieilles couches De Yahvé, de Yahvé. Yahvé. Voilà. Ouais, Moi, j'étais un disciple de Yahvé, qui est quand même le Dieu des Juifs et des chrétiens, et jusqu'au jour où je me suis rendu compte que c'était pas Dieu. ouais. C'est une représentation des hommes qu'ils ont appelé Dieu, mais enfin, c'est pas Dieu. Dieu, c'est la vie, quoi. C'est notre incarnation, c'est pleinement ce qu'on est en train de vivre. Et 100% de ce que je vis est parfait. 100% de ce qu'est ma compagne est parfait. 100% de ce qu'on vit ensemble, c'est parfait, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des questions, des confrontations. Et du coup, ça enlève la question de la culpabilité, de la responsabilité, si la responsabilité peut-être de choisir sa vie tous les jours, d'être en vie tous les jours, mais pas plus. Et c'est savoureux. Et l'autre aspect, c'est le masculin et le féminin, c'est ça qui nous rapproche, hein, tous les deux. C'est J'ai la chance d'avoir un côté féminin très développé, mais la malchance, c'est que je développais plus assez mon côté masculin. Ouais. Et cette épreuve m'a permis, et l'accompagnement que tu me proposes depuis plus d'un an, m'a permis de rééquilibrer profondément le masculin et le féminin en moi, et parce que je suis profondément mais persuadé que tous les conflits que je vois autour de moi ne sont que l'expression de ceux que j'ai pas réglés en moi. Mm. Donc je ne milite plus au niveau politique, au niveau tout ça, parce que je me rends compte que c'est futile. Le vrai engagement que j'ai, c'est de travailler la Marine Le Pen qui est en moi, le Mélenchon qui est en moi, le Macron qui est en moi, le Trump qui est en moi, ce qu'on veut au niveau politique, mais de travailler aussi enfin, tous les personnages, tous les archétypes humains ou de situations de vie qu'on peut traverser. Mm. Et finalement, la grande réconciliation, elle se passe là, et, et le reste n'est que la cerise sur le gâteau. Mais il n'y a plus besoin de me battre. Voilà. Ouais, tu ne luttes plus contre. Je lutte plus contre. Oh, c'est reposant. Ah ouais, carrément. Ah, ça fait du bien. Bah, quand tu as lutté une bonne partie de ta vie, que tu as baissé les armes, tu dis, mais tu n'as plus envie de les reprendre, hein. Ah, moi, j'ai fait le saumon toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai remonté le courant. C'est super crevant, quoi. C'est Oh, bien que c'est pour j'adore aller faire des l'image. petits, mais donc maintenant, je fais plutôt ouais, le poisson normal, quoi. C'est-à-dire qui suit le courant. Waouh. En fait, j'ai cru que la source de la vie était en amont. Mais la source de la vie, elle est en aval. Elle est dans l'océan. On va tous retourner à l'océan. Donc, il suffit juste de se laisser faire et d'arrêter de lutter, d'aller, soi-disant, les religions nous ont fait croire que la source était en amont, qu'il fallait qu'on fasse tout en marche arrière. Mais Qu'on remonte, vivre, hein, qu'on remonte. qu'on remonte, Bah, même dans le corps, ça a été, je vois, on n'était que des êtres spirites, tu vois, c'est esprit, ça, c'est ça, que là. que là. Alors qu'en fait, et si on regarde bien le drapeau israélien, le pays où j'ai vécu pendant un an, il y a un triangle comme ça qui monte vers le haut, puis il y en a un autre vers le bas. Et c'est l'union de ces deux triangles qui fait l'étoile de David, ce qu'on appelle l'étoile de David. Mais c'est la symbolique de nos vies, c'est réconcilier tout ce qui aspire vers le haut, le spirituel, avec le vrai charnel de nos vies, quoi. Bah, le côté que le fait que je sois un homme, toi tu es une femme, Oui. et on est en relation, et, et, et nier ça, c'est hyper dommage, quoi. Hmm. C'est ne pas profiter de la vie. Voilà ce qui me meut vraiment aujourd'hui au niveau de la conscience, c'est j'ai l'image d'être un passeur. J'explique dans mon site internet que une fois j'étais au Pérou avec ma compagne et Laurence, et le fleuve était extrêmement tumultueux, et il y avait
des gars qui nous aidaient à passer le fleuve, soit dans des espèces de chariots, soit avec une corde. Et parfois, dans les moments les plus difficiles de la vie, c'est bien de trouver un passeur, un gars qui nous aide à traverser le flot sans se noyer, quoi. Et moi, je me visualise comme ça. Juste être un passeur, des fois, il n'y a pas un mot, hein, c'est juste être là. Euh, D'autres Dans fois, on la parle, même maïotique parler. du passage. Ouais, vraiment. C'est vrai, j'ai travaillé très longtemps dans un institut qui s'appelle l'Institut Maïotis, qui forme des coachs, et en tant que co-enseignant, avec Jérôme Turnier, et qui a créé cet institut. Et j'aimais beaucoup le nom de cet institut, l'Institut Maïotis, de la maïotique, de l'art d'accoucher de soi-même. Et ça, c'est un programme. Enfin, tu t'en sors quand même très très bien, je trouve. Moi, j'ai cette chance de t'accompagner depuis, bah, tu le disais, depuis un peu plus d'un an, et je me régale avec toi parce que ça se fait. Il y a vraiment cette sagesse profonde, cet engagement, et puis c'est ça, comme tu as déjà eu les deux genoux au sol, Ouais, et qu'il y a quelque chose qui s'est déjà en fait effondré, que tu as vraiment, il y a des grosses parts de toi qui ont capitulé, comme un château de cartes. En fait, ouais. c'est beaucoup plus laser, en fait. Tu vois, il y a vraiment, tu te laisses emmener dans cette alchimie du vivant, quoi, en tout cas. Je reconnais les gens qui sont passés à la forge. Moi, j'appelle ça la forge. Ouais, Je reconnais les gens qui sont passés à la forge dans la rue, n'importe où, je le sens. ouais, Ça se voit pas forcément physiquement, mais je le ouais. sens. Et beaucoup d'humains sont passés par la forge, hein, par un deuil. Le deuil, finalement, c'est une souffrance de perte. C'est ça. La définition du deuil, c'est traverser la souffrance d'une perte. Alors, il y a différents niveaux de perte, hein. Il y a perdre un être humain, cher, perdre un ami, perdre une maison, un boulot, une relation d'amour. Tout ça, c'est des deuils. Et ça fait parfois passer dans des forges. Mais la forge, c'est comment dire, c'est un dispositif d'alchimisation de nos vies. C'est une formidable opportunité de transformer du plomb en or, Mhm. de transformer du métal ingrat en une magnifique épée, un magnifique outil. Et par contre, le moment où on passe à la forge, c'est chaud. C'est vraiment le cas de le dire. C'est chaud. Ben, c'est tout, Mais pour moi, c'est vraiment cette capacité que l'on a, nous, en tant que femmes, tu sais, de nous laisser traverser par l'enfant. C'est que c'est ça, c'est qu'on passe par la forge, hein, cette sensation, si tu ouais, veux, de laisser le passage qui se dilate et on se déforme. On a tout le bassin qui ouais, se déforme, donc on doit se laisser passer. On a vraiment en nous, les femmes, je crois en tout cas, cette ouais, capacité naturelle qui est innée un peu chez nous à nous laisser déformer pour laisser notre corps comme une voie de passage en fait. oui. Et je n'ai jamais accouché parce que je suis un homme, mais j'ai été témoin de ça. À quel point plus tu résistes et plus tu souffres. Bah oui. Donc, c'est très difficile au moment où tu souffres de te relâcher. Parce que archaïquement, notre cerveau, il nous demande de tout ramasser, de tout crisper et de se mettre en position de défense dès qu'on se met à souffrir. Ça, c'est le cerveau archaïque. Et du coup, laisser faire, ne pas résister à un tsunami, c'est pas naturel. On croit que c'est naturel, mais c'est pas naturel. Donc, ça demande un travail sur soi, ça demande parfois d'être accompagné, justement pour se sentir suffisamment sécurisé pour lâcher. Sinon, la douleur devient intense, vraiment intense. Et la douleur psychique, c'est tellement pire que se casser une jambe. C'est tellement une douleur de vide existentiel ou de crise d'angoisse. C'est vraiment, pour un humain, un des pires trucs qui puisse lui arriver. Je confirme. Pour moi, c'est rien de Et, pire que ça. et donc ça s'accompagne. Il faut vraiment être solidaires les uns des autres et puis avoir un tout petit peu de compétence. On est vraiment très incompétent quand quelqu'un souffre à côté de soi. Soit on dit des mots qui sont pas ajustés, alors qu'il suffit juste de rester en silence et d'être là. Et ça, c'est un des aspects, hein. J'ai perdu vraiment beaucoup, beaucoup d'anciennes relations. Non pas qu'ils n'étaient pas bienveillants à mon égard, mais ils me comprenaient plus, ils me sentaient plus, moi non plus, je les sentais pas.
Puis j'ai eu besoin de me cloîtrer dans ma grotte pour me réparer, pour lécher mes plaies. Et dans ce moment, ces années où je suis resté très seul, j'ai perdu, les relations se sont délitées. Mais celles qui ont perduré, il a fallu que je les redéfinisse parce que j'ai profondément changé. Et j'ai des amis qui m'ont dit, mais Eric, on ne te reconnaît pas. Et je leur réponds, c'est normal, j'ai changé. Je suis plus le même. Et particulièrement avec les anciens cathos, là. Les- Ah ouais, mais toi, tu reviens Alors de super là, loin, mais tu reviens de super loin. Quand je vois de où tu viens et l'homme que je connais aujourd'hui, mais t'es un miracle de conscience, quoi. oui, peut-être. Oui, Bah, je de prends. mon espace à moi, j'observe un miracle, c'est-à-dire de réussir à se couper, en fait, couper ton septième chakra de toute l'emprise de la religion, d'accepter de chuter, que ce deuil t'a amené vraiment à chuter de de Yahvé, parce qu'en plus, ça te collait quand même à l'âme depuis plusieurs dimensions, quand même, en plus, hein, parce que, hein, Carrément. c'était pas là que depuis cette vie-là. Donc là, dans Non, non, cette non. vie-là, c'était vraiment là pour lâcher vraiment l'empreinte judéo-chrétienne, voilà, et que corporellement, ça te lâche vraiment dans tes cellules, quoi, jusque dans la moindre particule de l'ADN. C'est ça qui a été très impressionnant pour moi, d'assister à ça, quoi. Ah, c'est une mue profonde qui est, comme tu dis, presque, euh, euh, comment dire, l'ADN, comme tu dis, Oui, c'est plus que psychologique. C'est vraiment le métabolisme profond de mon être qui est passé l'ensemble est passé à la forge. ouais. Et c'est très étonnant. Et Un je le mot de la vois fin? avec, Tu aurais un mot de la fin, oui. Eric? Parce que je nous connais, si on continue, on est là Ah encore oui, oui, 2 heures. Quand on se branche ensemble, on est tellement bien, et puis il émerge tellement de choses à chaque fois. C'est vrai que nos séances sont toujours un émerveillement pour moi, mais il faut toujours un moment, voilà, pour clôturer une entrevue. Comment est-ce que tu voudrais conclure, toi? Qu'est-ce qui serait juste pour toi de conclure? j'aimerais conclure sur ce qu'on vit en société actuellement. Il y a beaucoup de bruit. On parle tous, on est tous devenus scientifiques, on est tous devenus experts, le coronavirus, etc. Et juste que derrière tout ça, je sens qu'on est tous complètement paniqués. Beaucoup, on est paniqués. On est dans une espèce de bulle énergétique de peur et de révolte. Et j'ai l'immense intuition qu'on va s'en sortir par une montée de conscience de qui on est, par une vraie réconciliation avec nous-mêmes, d'arrêter de se battre à l'extérieur, mais de vraiment se réconcilier intérieurement, en assumant nos deuils, en assumant nos forges intérieures. Et il y a vraiment un très grand espoir de muter tous ensemble, vraiment, parce qu'on sait ce qu'on est en train de vivre. Toutes ces épreuves qu'on traverse, que ce soit individuelles comme moi dans ma vie, ou collectivement, elles sont là pour nous inviter à une vraie mutation, pour passer à notre vraie incarnation, notre vraie nature humaine. C'est mon rêve, genre, ça me bouge, ça me transcende véritablement. C'est mon grand projet de vie, d'être une toute petite pierre qui participe à la montée en conscience de ça. Waouh, Voilà. ça me touche ce que tu dis parce que finalement, moi, je me sens au même endroit que toi. Voilà, je me Oui, sens dans le même espace, de arrêter de lutter sur l'extérieur et de vraiment rencontrer notre forge intérieure. J'aime beaucoup ton image de la forge. C'est très masculin, j'aime beaucoup et j'adore ça. C'est chouette. Moi, je parle toujours d'accouchement, tu sais, le truc bien féminin, mais la forge, ça me plaît bien aussi. Je vais être là. je t'en prie, tu peux, vas-y. Moi, je vous invite vraiment, si le témoignage d'Éric vous a touché, il y a quelque chose qui résonne, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose qui résonne parce que cette histoire du deuil, ça touche tout le monde, ça nous touche tous dans tous les secteurs de notre vie. Comme tu disais, le deuil d'un travail, le deuil d'une maison, le deuil d'une relation, d'un enfant. Et on vit des deuils continuellement, c'est-à-dire se séparer, vraiment, cet espace de la séparation de la chair, de l'espace matériel et que bah, on a besoin de passeurs. Et toi, tu en fais partie avec tes compétences, avec ton éprouvé, avec ta forge intérieure. Donc, je mettrai en lien dessous où est-ce qu'on peut te trouver, comment est-ce qu'on peut se faire accompagner par ta forge intérieure. Je te remercie, Eric. Vous êtes les bienvenus. Ouais, je te remercie infiniment. Merci Moi, à je toi, suis Karine. enchantée de tout ce qui se passe, de toutes ces interviews, de tous ces hommes
qui montrent qui accouchent, qui présentent au monde leur être, voilà, leur souffrance, leur bonheur. Et pour moi, c'est un pur émerveillement. Merci. À tout À bientôt. bientôt.